Parlons de ces conditions de sécurité qui ont été prononcées tout à l'heure dans le format de la coalition des volontaires. Écoutez le chef de l'État Emmanuel Macron. Au sein de la coalition, nous avons consolidé notre approche avec, premièrement, la mise en place de mécanismes de surveillance du cessez-le-feu qui seront placés justement sous un leadership américain, mais avec des contributions de plusieurs États qui ont marqué leur disponibilité. Deuxièmement, le soutien dans la durée. D'abord, des forces armées ukrainiennes qui sont et resteront la première ligne de défense et de dissuasion contre l'agression. Et donc, nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes. Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale pour apporter une forme de réassurance. Quatrièmement, nous avons donc acté de traduire juridiquement ces engagements pour soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle attaque de la Russie par justement des mécanismes de solidarité et d'intervention. Un mécanisme de solidarité qui a été confirmé par les États-Unis qui seront là pour, entre guillemets, nous protéger si jamais il y avait une attaque russe. Est-ce que ça veut dire, Alexandre Malafaille, qu'il y a des choses qui bougent et qu'on doit craindre quelque chose venant de l'Est de l'Europe ? Écoutez, quand j'entends cette déclaration de Paris et les propos du chef de l'État, je me pose une question fondamentale, c'est est-ce que ça va inciter les Russes à conclure un cessez-le-feu et à accepter une paix? Parce que si la promesse pour les Russes, c'est de se retrouver avec 800 000 hommes européens et américains basés à leur quasi-frontière, alors qu'ils ont fait cette guerre pour pas qu'il y ait d'OTAN et d'Union européenne au sein de l'Ukraine, je m'interroge sur le sérieux de la démarche. C'est une déclaration d'intention. Est-ce que vous pensez que mais je vraiment... pense que si vous voulez amener les Russes à la table de la négociation, Oui. alors cela dit, c'est peut-être pas possible. Peut-être qu'effectivement, tous ceux qui disent que les Russes ne veulent pas de la paix, qui veulent la guerre et qui veulent continuer, qu'ils ont besoin de ce front pour maintenir leur régime, peut-être que tous ceux qui le le disent... racisme, le régime... Exactement, ont raison. Mais c'est comme ça qu'ils sont bankable. Et c'est vrai que Donald Trump, on peut lui reconnaître cela, bon français. si on veut lui dire, c'est qu'il a tenté en effet une approche depuis plusieurs mois qui consiste à essayer de faire des deals avec les Russes pour les amener finalement à conclure un cessez-le-feu puis la paix. Et visiblement, il n'y a aucun deal qui marche. Et pourtant, Trump, elle est très loin dans le soutien et l'engagement à faire des deals. Ça non plus, ça ne marche pas. Donc finalement, ils sont autour de la table aujourd'hui avec les deux émissaires américains qui ont participé à ce forum de Paris. Mais c'est vrai que quelque part, de me proposer comme perspective une espèce de mur d'hommes de l'OTAN, de l'Ouest, pour contrer les Russes, etc. Ce qui avait énervé Poutine juste avant l'intervention de 2022. Je ne vois pas en quoi ça va contraindre ou amener les Russes à vouloir négocier. Ils avaient dit qu'éventuellement, mais là encore, c'est ce qu'ils disent, donc c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais que s'il y avait un jour une coalition de cette nature-là, ce serait avec bien sûr des représentants d'autres pays que c'est des pays d'Europe, donc pas de parties prenantes, donc des Indiens, des Chinois, des Coréens, des Africains ou des etc. J'attends de voir, moi. Oui, moi aussi, non, mais cela dit, c'est ce qu'ils avaient mis sur la table comme condition pour dire, voilà, s'il va y avoir une force d'interposition, elle ne peut pas être partie prenante. Voilà. Et là, on a une force d'interposition qui est partie prenante au deal, et donc je ne vois pas en quoi les Russes vont être incités à ça. Mais en tout cas, ça confirme que, visiblement, les voies explorées par Donald Trump, pour l'instant, ne marchent pas. D'accord avec ça, Gilles Boutin ? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent dès qu'il y a une impression de bouger, comme dirait notre président de la République. Oui, comme vous le dites, c'est une déclaration d'intention. Il n'y a pas de garantie que ça se concrétise. Et une question que je me pose, c'est a-t-on besoin de l'accord des Russes ? Je pense avoir un petit peu la réponse, pour mettre en place un tel dispositif. Il me semble que tant que la Russie ne sera pas coopérative, rien de tout cela ne sera envisageable. Or, les différentes parties en présence n'ont pas les mêmes buts. Quand on parle de paix, c'est pas du tout la même chose qu'ils entendent. Vladimir Poutine, lui, ses buts de guerre sont connus. C'était de faire tomber le régime de Zelensky, c'était de prendre Kiev et que le pays soit à sa main. Je le vois mal changer d'objectif sur le temps long. Ça, c'était l'objectif affiché. L'objectif qui n'est pas affiché, c'est de reconquérir la Grande Russie de l'Oural jusqu'à Lisbonne. Qui, selon moi, est un objectif secondaire. Il s'est retranché derrière cet objectif en constatant que l'opération initiale était un échec. Oui, enfin, si vous voulez, certains disent qu'il s'est ravisé. En attendant, il joue sur le temps long. Et l'objectif est toujours dans sa tête. Enfin, il me semble. Mais c'est ce que je cherche à dire. Dans la tête de Vladimir Poutine, ça. C'est un mélange de stratégie sur le temps long et d'opportunisme. Donc la visée sur le long terme l'incite à faire des coups à gauche, à droite. Donc ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut être extrêmement prudent. Et je pense aussi que c'est une façon pour l'Europe de rester au centre du jeu. C'est une jolie réussite diplomatique de faire venir les Américains, de les amener à signer et de dire qu'ils sont d'accord pour apporter des éléments qui vont contribuer au maintien de la paix. Mais la parole américaine pèse-t-elle beaucoup aujourd'hui ? Puisqu'on le voit bien, c'est la loi du plus fort. Le plus fort a le droit de se dédire.
Par conséquent, moi j'attends sérieusement de voir ce qui va se passer. Je suis extrêmement sceptique En sur tout la cas, suite. là où on est d'accord, c'est que j'emploie ce terme, c'est pas du tout pour me moquer, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Le shérif Donald Trump a montré, pour satisfaire son électorat, pour satisfaire son portefeuille qui est celui de l'Amérique, qu'il a réussi à mettre la mainmise par cette action avec Maduro sur les Amériques, c'est-à-dire l'Amérique non seulement du Nord, on va voir ce qui va se passer avec le Canada, mais en tout cas l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Il arrive à imposer, non pas un bouger, pour reprendre un terme qui est d'ailleurs un terme militaire, mais il arrive à imposer en fait une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Emmanuel Hirsch, mais ce qu'il disait à propos de la fin de vie et sur le pécuniaire, sur le financement, le fait que aujourd'hui les personnes en fin de vie, vous allez voir, c'est assez compliqué, mais je vais retomber sur mes pattes, vous allez voir, sur le fait que tout est monnayable, le fait que la personne en fin de vie aujourd'hui se dit ah là je coûte beaucoup d'argent à ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ce projet Draghi de l'Europe fédérale où il n'y a plus de souveraineté, c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous-mêmes, les personnes en fin de vie ou pas en fin de vie, on est des individus et on coûte un certain prix. On est comme des boîtes de Lego où ce Lego coûte 50 et ce Lego-là coûte 80. Voilà, on est tous ciblés par une sorte d'algorithme. Et qu'à la fin, les pays eux-mêmes sont des algorithmes. Et autour de ça, et c'est ce qu'on appelle, et je parle sous votre contrôle, monsieur le patron de Sinopia, on est dans le retour ce qu'on appelle les impérialismes, c'est-à-dire qu'il y a des chefs de grands empires qui ont le contrôle de ces grands empires, et plus que jamais, on est dans ce qu'on appelle ce nouvel ordre mondial ou ordre international. Écoutez d'ailleurs ce qu'en pensait l'ancien président François Hollande, il était sur France Info ce matin. Ce qui est en jeu dans le monde tel que nous le connaissons, avec l'Ukraine qui a été envahie par la Russie et Taïwan qui est menacé par la Chine. Donc il y a un risque que ce qui a été fait là pour le Venezuela par rapport à un pays dictatorial, sans doute, enfin dirigé par des dictateurs, mais qu'il y ait donc une forme de libre consentement maintenant de la part des puissances d'aller où elles veulent, chercher qui elles veulent. Voilà. Bon, alors ce que dit François Hollande est contestable dans le sens où je vois que vous tournez la tête à Alexandre Malafaille où on n'a pas besoin du consentement, comme l'a dit Gilles, de l'un ou de l'autre pour voir si l'un ou l'autre va agir. En tout cas, on est quand même sur des plaques tectoniques qui peuvent bouger. Et encore une fois, ce que je disais à l'instant, j'ai l'impression qu'on est tous des petits individus quantifiables et tout ce qui intéresse, en fait, à la fin, c'est l'argent. C'est le rapport de force. Le monde n'a jamais été autre chose que du rapport de force. On en a perdu un peu le sens. Mais là, on en a l'illustration. Oui, mais on l'a perdu de vue. C'est-à-dire que les années 90, c'était la fin de l'histoire, une espèce de mondialisation heureuse. Merci Francis Fukuyama. Voilà, on a été réveillé brutalement par le 11 septembre. Depuis, on a du mal à prendre la conscience que le monde a changé et que finalement, les logiques impériales... C'est marrant ce que vous dites, on a été réveillé par le 11 septembre, parce que dans les années 90, il s'est passé des choses absolument épouvantables. Phénoménal. Fukuyama, en 92, annonce la fin de l'histoire. Enfin, on a quand même une guerre civile en Algérie, qui a provoqué d'ailleurs l'entrisme qu'on connaît aujourd'hui sur notre sol. Vous avez eu la guerre des Balkans, qui a été un truc absolument sidérant, et on a retrouvé des charniers qui étaient comparables à Katyn en Pologne en 1940. Enfin, oui, mais c'était clairement, c'était pas chez nous. On voyait tout passer. C'est la loi du mort au kilomètre. Oui, donc comme c'est loin, du coup, ça nous intéresse pas. Exactement. On regardait ça d'assez loin. On disait malgré tout, le progrès, la civilisation, la démocratie, tout ça, c'est. Et vous avez raison. On n'avait pas de smartphone dans la main pour voir ça très très vite. D'une part. On avait le téléx et le fax, qui étaient quand même pas idéal. Pardon Pierre, mais on avait l'illusion que l'ordre mondial fonctionnait quand même. Oui, et l'ordre mondial a arrêté de fonctionner, a supposé qu'il n'ait jamais fonctionné le jour où les Américains ont envahi l'Irak en enfreignant toutes les règles. Ça a vraiment détraqué l'apparent équilibre de l'ordre mondial. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'évidemment, cet ordre ne repose sur rien. Vous avez évidemment une loi internationale, vous avez des grands textes, mais ces grands textes, on ne peut pas les appliquer, parce qu'il n'y a pas de capacité aujourd'hui à engager la force pour faire appliquer la loi internationale. Donc, des dirigeants comme Trump, qui voient qu'évidemment... Quelle loi internationale? J'allais
voulez dire. Non, mais voilà, Et quel gendarme du monde? Voilà. Les Nations Unies, avec un système de veto où Mais c'est un seul n'est pas d'accord et c'est tout un tombe. système de neutralisation, de barbichette, je te tiens, tu me tiens, donc on fait rien. Voilà, c'est ce qui se passe au niveau du Conseil de Et sécurité. c'est ce que dit très bien Giuliano d'Ampoli dans l'heure des Oui, prédateurs. absolument. Et là, vous retrouvez donc avec la situation d'avoir un président, Maduro, qui veut pas reconnaître les élections, qui confisque le scrutin, qui ne publie rien, qui garde le pouvoir. L'ONU ne le reconnaît pas, l'Europe ne le reconnaît pas, et on fait quoi? Et en plus, il a le droit de se comporter de manière criminelle. C'est-à-dire qu'à la limite, déjà, ce qui fait que son peuple, c'est monstrueux. Mais en plus, il fait des choses au-delà de ses frontières qui sont nuisibles. Et on doit le laisser faire au prétexte de la légalité, de la souveraineté, etc. Mais à un moment donné, vous avez un dirigeant comme Trump qui est fort, qui dit non, il fait du mal à mon pays, il est nuisible, il prête effectivement des attentions criminelles dans un domaine. Eh bien, moi, j'interviens. Et je vais le faire parce que de toute façon, si l'ONU ne le fait pas, personne ne le fait. Moi, j'en subis les conséquences. Et ça devrait nous interroger, nous, les Européens, sur finalement, que voulons-nous faire collectivement? Alors, est-ce qu'on veut partager notre souveraineté militaire? Toutes ces questions sont sur la table. On ne sait pas les résoudre. Donc, en tout cas, il va falloir qu'on se les pose parce que si on n'est pas un empire, on ne sera plus rien au XXIe siècle. Vous savez, sur Europe 1, on a l'habitude de parler aux gens, on parlait aux auditeurs. Et les auditeurs qui regardent ça, et on leur explique, c'est aussi notre rôle d'expliquer ce qui se passe dans le monde, leur ouvrir les yeux sur des choses. On a trop, j'allais dire, abruti les gens avec des séries Netflix, avec un confort, un surconfort, un smartphone. On va s'acheter le 16, le 17, le 20, le 24, le machin. Voilà, vous avez des produits de consommation, vous avez Amazon, vous avez les séries, vous avez des trucs. Et en fait, il se passe des choses extrêmement graves. Et aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à bouffer, les agriculteurs qui n'arrivent pas à dire que c'est très très grave ce qui leur arrive, qui vont bloquer sans doute les routes, et puis même le bon Dieu est là pour dire tiens, je vais vous mettre du verglas, vous n'allez pas pouvoir déployer vos tracteurs alors qu'il y a des arrêtés préfectoraux. Vous voyez, c'est assez édifiant. Moi, parfois et même tout le temps, en permanence, je pense à nos auditeurs qui se disent j'arrive pas à boucler mes fins de mois. Je vais me regarder une série de Netflix, ça va me calmer. C'est un peu comme la tisane, en fait. Ça dépend de laquelle. Ça dépend de laquelle. Voilà, je dis Netflix ou pas Netflix. D'ailleurs, il y a d'autres plateformes de téléchargement. Et au bout du compte, il se passe quand même des trucs absolument hallucinants, Gilles Boutin. Il n'y a qu'à lire Le Figaro. Pour revenir à ce qu'on disait sur l'illusion de la fin de l'histoire, ça marchait à l'époque. Ça marche avec ce qu'on dit. Ça marchait. Oui, mais aujourd'hui, on le sent que c'est fini. L'histoire a repris son cours. Je suis pas sûr. Mais à l'époque, la guerre des Balkans, la guerre civile en Algérie, tout ça semblait très compartimenté, n'affectait pas la marche du monde et surtout ne nous touchait pas dans notre confort. Là, notre confort est relativement préservé encore, mais c'est parce que vous êtes jeune, vous êtes dynamique, et en plus vous êtes au courant, vous êtes un journaliste, donc vous êtes au courant, mais allez faire un tour. Mais ce que j'allais dire, c'est que mentalement, on n'est plus dans cet état de confort, puisqu'on voit que les règles ont changé. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec Donald Trump qui s'en prend au Venezuela, je vous rejoins quand vous disiez c'est le retour des empires. C'est ça, mais ça nous conduit, on le voit bien dans le débat public, alors que l'un des premiers réflexes a été de dire d'abord, on ne touche pas à la souveraineté des États, on n'interfère pas dans leurs affaires internes. Bon, et puis tout le monde rappelait aussi que Maduro était un dictateur. Sauf que maintenant, et on le voit bien, la réaction d'Emmanuel Macron, qui dans un premier temps n'a pas pris le soin de faire cette déclaration-là en condamnant cette ingérence, il s'est tourné directement vers l'après. Il a intégré en fait cette nouvelle donne qui est que je crois qu'aujourd'hui ça ne sert plus à rien en fait de rappeler ces grandes règles de droit international vu que les nouvelles puissances font ce qu'elles veulent. Désormais, c'est comment on se positionne par rapport à elles. Il y a le droit international. C'est terrible, mais ça a l'air d'être la nouvelle réalité. Et les doctrines, et c'est sans doute la nouvelle réalité.